Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécouillet et je te souhaite un excellent épisode. Alors vous l'aurez compris, je lance une série de podcasts sur l'écriture et la psychologie, notamment parce que je trouve que c'est un excellent moyen de maximiser son temps. C'est un format qui se prête à ça. On peut l'écouter en revenant du boulot en voiture, dans le train, dans le bus, dans le métro ou tout simplement chez soi, allongé dans son lit le soir avant de dormir. Et donc voilà, j'ai pas de plan ultra précis des choses que je vais aborder aujourd'hui. J'ai simplement un espèce de fil conducteur en tête. Je sais par exemple que j'aimerais aborder différentes astuces, différents outils qui vous permettront d'optimiser votre manière d'écrire, ou du moins de créer un cadre ou une structure encline à vous mettre à l'écrit. Et ce qui est super intéressant là-dedans, dans ce que je vais vous proposer, c'est que ce sont des choses qui sont transférables dans la vie de tous les jours. Donc ça ne s'arrête pas seulement à l'écriture, mais ça peut s'appliquer dans votre milieu professionnel, dans le sport, dans l'art, ou peut-être même dans votre relation. J'allais dire relations sociales, dans vos relations sociales et dans vos relations interpersonnelles. Alors ensuite, je vous parlerai des différents types de contrats qui existent dans le domaine de l'édition. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience pour le podcast d'envoyer un de mes livres à une maison d'édition que je ne citerai pas. Et je vous lirai un peu le type de contrat que vous êtes susceptible de recevoir si vous envoyez votre livre n'importe comment à n'importe quelle maison d'édition. Donc voilà, ici je vais maintenant aborder un peu les différents outils, les différentes astuces qui, moi, personnellement, m'ont aidé pour réussir à écrire et qui m'aident toujours pour réussir à écrire. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir des balises, des points d'ancrage au quotidien, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive sur le long terme à développer des compétences, à apprendre, à progresser dans la vie ou à aboutir à un objectif. En l'occurrence, on parle d'écriture, donc ça peut être un livre ou un carnet de bord plutôt thérapeutique. Je ne suis pas là aujourd'hui pour aborder le pourquoi de l'écriture, parce que c'est un aspect qui prendrait un épisode entier. Hein. C'est multifactoriel, on peut écrire par nécessité, on peut écrire parce que c'est thérapeutique, on peut écrire tout simplement parce que c'est un hobby et que c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects ici que je pourrais aborder, mais qui vont immédiatement m'éloigner du fil conducteur que je vais essayer de suivre un tant soit peu. Et donc voilà ici le premier thème, la première astuce sur laquelle je voulais revenir, c'est une astuce qui est selon moi erronée, qui est la motivation. On parle souvent de motivation, on nous dit qu'il faut être motivé pour aboutir à un projet, mais au contraire, moi je pense qu'il faut être complètement fou pour penser qu'on va réussir quelque chose en étant motivé. Je m'explique. Je pense au contraire qu'on réussit quelque chose quand on travaille dans des moments où on a le moins envie. Je pense qu'il faut simplement mettre le pied à l'étrier, qu'il ne faut pas attendre d'être motivé pour écrire, il ne faut pas attendre d'être motivé pour faire du sport, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour faire une liste et se mettre à faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis 10 ans. Je pense que si on attend la motivation pour mettre des choses en place, la motivation pour être dans l'agir, dans l'action, on ne fait pas grand-chose. Pour écrire un livre, il y a des aspects cumulatifs qui sont primordiaux et qui rentrent en ligne de compte, mais bien avant l'aspect motivationnel. Je pense notamment à deux piliers qui sont la discipline et la constance. J'ai toujours un exemple assez bateau par rapport à ça d'ailleurs, très bateau mais très visuel, qui est de tracer une ligne droite et de regarder sur 1 kilomètre où elle se termine. Et ensuite, juste à côté de cette même ligne, on trace une autre ligne droite sur 1 kilomètre, mais on la dévie d'1 degré. Alors au départ, les deux lignes vont paraître tout à fait parallèles, mais je vous garantis que sur 1 kilomètre, l'angle et la distance et la durée, en fait, c'est le parallèle que j'aimerais faire, marqueront la différence. Donc je pense vraiment que la discipline et la constance, donc les détails qu'on met en place au quotidien, les petites choses qu'on s'évertue à mettre en place sur le moyen terme ou le long terme ont des résultats probants. Après, il est tout à fait possible de développer sa discipline, autant qu'il est possible de développer des compétences dans la vie. Je pense que c'est quelque chose de très procédural, la discipline.
c'est quelque chose qui s'acquiert à force de répétition, de mettre en place des choses dans la vie de tous les jours. Et donc c'est là qu'on voit que constance et discipline sont indéniablement liées. La discipline n'arrive pas en une heure en fait. Sinon, là, c'est là qu'on parle de motivation selon moi. Je pense que la discipline, elle arrive seulement lorsqu'on a mis des espèces de balises, de points d'ancrage tous les jours, qu'on les a répétés, qu'on les a engrammés dans notre esprit, et c'est là que la discipline commence à se forger. À mon avis, il doit y avoir un seuil à dépasser qui doit être variable pour certaines personnes. Pour faire court sur ma pensée par rapport à ça, je pense que la discipline et la constance sont les piliers de la réussite. D'ailleurs, pour vous proposer un outil concret pour ceux qui auraient éventuellement besoin d'une procédure, il y a un livre qui est super intéressant sur le sujet. Enfin, il y a plusieurs livres qui sont super intéressants sur le sujet, bien sûr. C'est un livre sur l'auteur, il s'appelle Hal Elrod ou Hal Elrod, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça s'appelle Miracle Morning. Et donc voilà, c'est toute une procédure à mettre en place pour aboutir ses objectifs. Il explique entre autres qu'il a eu un grave accident de voiture au début du livre. Il fait une longue introduction là-dessus. Et que suite à cela, il a développé une méthode qui est de se lever 1 heure plus tôt avant de travailler. Et de faire 10 minutes de lecture, 10 minutes d'écriture, 10 minutes de méditation, 10 minutes de sport, 10 minutes de visualisation où on visualise donc nos objectifs, notre plan, ce qu'on a envie d'aboutir à court, moyen et long terme. Et j'ai oublié les 10 autres minutes. Enfin bref, c'est toute une procédure qui peut être intéressante pour ceux qui n'ont aucune notion et qui ont envie d'avoir un média concret entre les mains. Je pense même d'ailleurs que vous pouvez le trouver gratuitement sur internet. Et donc voilà, moi personnellement je l'avais même essayé 6 mois où je me suis levé tous les jours à 6 heures, et donc de 6 heures à 7 heures avant de commencer ma journée je faisais les 10 minutes en question dans chaque point qui est décrit. Voilà, ça c'est un outil qui est intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans un projet et qui ne savent pas par où le prendre, ou qui ne trouvent pas le temps, ou qui n'ont ni motivation, ni discipline, ni constance. Enfin bref, c'est un livre qui n'est pas tellement bien dans l'écriture, dans la forme. C'est pas un livre, c'est pas la littérature, mais dans le fond, il est extrêmement positif. Et je pense que même si vous n'appliquez pas ce qu'il propose, il y aura quand même quelque chose de positif à retirer de ça. Moi, j'ai évolué par rapport à ça, par exemple. J'ai adapté cette heure de travail qu'il proposait. Et donc, à un moment donné, ce que je faisais, c'était de me lever 1 heure plus tôt et de lire une demi-heure et d'écrire une demi-heure. Et puis voilà, on peut s'adapter, mais ça vous donne une vision assez large de différents points d'ancrage que vous pouvez mettre en place pour réussir à écrire quelque chose, ou réussir à faire un projet. Alors ça me permet de faire la transition vers un autre point qui est fondamental aussi selon moi pour réussir à écrire un livre, surtout pour l'écriture d'un livre qui demande beaucoup d'attention, une grosse dose d'énergie émotionnelle, qui est le temps. Alors je m'explique, je pense que pour celles et ceux qui sont un peu perdus dans l'écriture, ou qui sont face à ce qu'on appelle la page blanche, le syndrome de la page blanche, ou qui n'arrivent pas à trouver assez de temps pour écrire un livre, ou peu importe. Je pense que une des premières choses à faire est de prendre un peu du recul sur nos horaires, sur les semaines, de prendre en compte notre travail, notre vie privée, tout ce qui entre en ligne de compte de notre horaire, et de se dire ok, là-dedans, quelle est la partie du temps que je gaspille, quel est le temps que je jette par la fenêtre et qui pourrait m'être utile pour aboutir mon projet. Pour prendre mon cas personnel, il m'arrivait souvent de regarder des vidéos, par exemple, quand je cuisinais, ou immédiatement en me levant le matin, de confronter mon cerveau à des images qui ne vont pas du tout à sa vitesse, qui ne sont pas du tout adaptées à sa vitesse d'exécution, et donc de premièrement me fatiguer, donc me fatiguer mon esprit, qui est l'arme principale de l'écrivain selon moi, et ensuite on se rend vite compte que ces petits moments accumulés au fil du temps nous font rapidement perdre 1 heure, 1 heure et demie
2 heures par jour de temps qu'on pourrait consacrer à un projet. On pourrait passer 2 heures devant une feuille ou devant un ordinateur et écrire. Si on cumule ça à la petite série du soir ou à un petit moment devant un film, on arrive rapidement à 3 heures. Alors je dis pas qu'il faut supprimer tous les réseaux sociaux, vendre sa télévision, jeter son ordinateur par la fenêtre. Mais je pense qu'il est tout de même possible de trouver un juste milieu et d'écrémer un petit peu les moments de perte, les moments inutiles que l'on consacre sur un écran. On a tous vécu ce moment où on regarde une vidéo, puis la vidéo nous entraîne vers une autre vidéo et au final, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on bouffe des vidéos de chats qui se battent, de top 10, d'événements sportifs ou que sais-je, des vidéos qui sont inutiles qui ne rentrent absolument pas en ligne de compte pour aboutir à notre objectif qui est d'écrire un livre. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce à ce niveau ou d'une aide concrète, il est tout à fait possible pour vous d'aller voir un ou une ergothérapeute qui vous aidera donc à aménager votre horaire et à y voir plus clair dans le temps que vous gaspillez éventuellement. Alors je vais aborder maintenant les différents types de contrats qui existent dans le domaine de l'édition. Et je vais commencer par celui qui, selon moi, selon ma perception de ce qu'est l'écriture, selon mon ambition littéraire, selon mes valeurs, est le pire dans le domaine de l'édition, c'est le contrat à compte d'auteur. Alors le contrat à compte d'auteur, pour vous donner une image assez générale, va aboutir à des livres qui ne seront jamais primés. Ce sont des livres que vous ne verrez jamais au prix Goncourt, au prix Renaudot, au prix Nobel. Enfin, il n'y aura jamais de prix littéraire pour ce genre d'ouvrage. En fait, ce qui me dérange, hormis le manque de diffusion, une diffusion qui est inexistante, hormis le fait que votre livre sera bourré de fautes d'orthographe, que les couvertures seront médiocres, c'est qu'une fois tombé dans le piège de ces maisons d'édition, ça peut être parce qu'on est un auteur naïf, un premier auteur, et qu'on est heureux de recevoir une lettre positive et très rapide d'une maison d'édition. Mais hormis tout ça, c'est qu'une fois un livre à compte d'auteur publié, vous n'avez plus aucune crédibilité dans le monde de l'édition. C'est-à-dire qu'une fois qu'un livre est publié chez eux, il est extrêmement rare. Je ne sais pas s'il existe des exemples, je n'ai pas fait de recherche. Je ne fais pas un podcast où je récite des éléments Wikipédia. Mais il est quasiment impossible de signer chez une très grande maison ou même une moyenne maison par la suite, parce qu'il n'y aura plus aucune crédibilité associée à votre nom. Alors, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, j'ai fait l'expérience d'envoyer un de mes livres à une maison d'édition que je ne vais pas citer, qui fonctionne à compte d'auteur. Et donc, je vais vous lire la lettre, le contrat d'édition que j'ai reçu après 3 semaines, sachant que les grandes maisons, les vraies maisons, peuvent prendre jusqu'à 2 ans avant de vous répondre. Alors voilà, je vous épargnerai au montage ce long moment de silence qui m'a permis de retrouver le mail en question ainsi que le contrat d'édition. Alors je vais commencer par le mail reçu 3 semaines après l'envoi. Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que votre ouvrage, blablabla, a retenu favorablement notre attention et que nous envisageons de le publier. Vous trouverez ci-joint notre lettre d'acceptation ainsi que notre offre de publication détaillée afin de concrétiser ensemble ce beau projet de collaboration. Nous serions ravis d'échanger plus en détail avec vous et restons disponibles pour un entretien par mail, téléphone ou visio, ainsi que pour une rencontre dans nos bureaux en région nantaise ou à Paris. Bien à vous. Alors, je vais passer en revue le contrat d'édition. Enfin, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait assez rébarbatif. Alors, vous proposez un récit original avec une société hyper modernisée et dans laquelle les humains d'avant sont presque vus comme un mythe. Vous décrivez une société surfaite, exploitant ses membres en échange d'un peu de temps. Dès les premières pages, vous avez su attiser la curiosité du lecteur. Nous aimerions beaucoup ajouter votre livre à notre collection, blablabla. Alors, je continue. Je passe les détails pour arriver au plus important. Donc voilà. Pour votre ouvrage, le montant forfaitaire de participation est de 3 654 €. Le règlement est prévu par défaut en 4 échéances ou en un seul versement selon vos disponibilités. Le développement rapide d'Internet et des liseuses numériques appelle à compléter la publication du livre imprimé par celle de sa version électronique, entre parenthèses e-book.
Nous proposons à cet effet une annexe au projet de contrat ci-joint, moyennant un complément de participation de 115 €. Ok, donc déjà on est quasiment à 4000 € pour publier un livre, hein. Donc c'est l'auteur qui doit payer pour publier son livre ici. Et il propose également une correction pour 925 €. Alors, au minimum, sans la correction, j'en ai pour 3769 €. Alors, quitte à investir une somme astronomique dans un livre, autant passer par l'autopublication. L'autopublication a aussi un certain coût parce que c'est un fonctionnement par service, c'est-à-dire que vous allez cocher la case correction, mise en page, bêta lecteur, il y a toute une panoplie de services qui sont proposés, et donc cumulé, vous allez vite avoir une facture avec plusieurs zéros. Mais par contre, par rapport au contrat à compte d'auteur, ici, il est tout à fait possible par la suite de signer un contrat dans une maison d'édition des plus classiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas être rayé du monde de l'édition parce que vous passerez par l'autopublication. Enfin, ça dépend évidemment de la qualité littéraire du produit que vous allez proposer, mais ça ne vous ferme pas toutes les portes. Ça vous en ferme peut-être quelques-unes, mais ça ne les ferme pas toutes. Et d'ailleurs, il y a même des contre-exemples très intéressants de personnes qui se sont auto-publiées et qui ensuite ont été rachetées par des grandes maisons d'édition et qui ont même fait des best-sellers. Donc voilà, l'autopublication, c'est compliqué d'avoir un avis fixe et figé dessus, parce qu'il y a toujours des exemples et des contre-exemples qui vont dans tous les sens. C'est à la fois une force et une faiblesse, c'est qu'on peut y retrouver tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut retrouver quelqu'un qui a le potentiel de faire un best-seller et une qualité littéraire incroyable, comme on peut retrouver des livres remplis de fautes d'orthographe, une couverture ignoble. En fait, l'auto-édition, elle se prête parfaitement aux personnes qui ont déjà à la base une grande communauté, parce qu'ils ont l'assurance, avant même d'investir dans leur projet, dans un nombre de tirages de livres, ils ont déjà l'assurance d'être suivis et d'être achetés. Donc je pense que l'auto-édition dans ces cas-là, lorsque c'est dans un domaine précis, ou même par exemple quelqu'un pour qui l'écriture n'est pas un rêve ultime, mais qui a déjà une activité qui est développée en parallèle, pour ces gens-là, l'auto-édition peut être une excellente alternative. Et un autre avantage de l'auto-édition, c'est l'argent que vous allez gagner par rapport à votre livre. Vous allez avoir un plus gros pourcentage sur la vente d'un livre qu'un contrat à compte d'éditeur. Alors ça me permet de faire la transition vers le dernier type de contrat dans le domaine de l'édition, qui sont donc les contrats à compte d'éditeur. Et vous l'aurez compris, ce sont les contrats pour lesquels moi je me dirige et qui me correspondent personnellement. Alors les maisons d'édition généralement dans ce domaine ont des très longs délais, des délais importants qui peuvent varier de 6 mois à 2 ans. Et parfois elles ne vous répondent jamais. Ce sont les maisons d'édition pour lesquelles il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors voilà, c'est aussi ce qui me plaît dans ce genre de maison d'édition, c'est le côté méritocrate où il faut travailler d'arrache-pied, proposer un contenu de qualité, avoir des idées intéressantes et bien les exprimer. Et donc ça nous pousse constamment à être dans la remise en question, mais une remise en question qui n'est pas une rumination constante, une remise en question où on a envie de lire de la belle littérature, on a envie de proposer quelque chose d'intéressant, on a envie de développer nos compétences, on a envie de progresser dans ce qui nous anime, dans notre passion, dans l'écriture. Et au final, à la clé, sur la ligne d'arrivée, on a un contrat qui certes nous propose un pourcentage beaucoup plus faible sur les ventes par rapport aux 2 contrats précédents, mais qui nous assure une certaine visibilité et qui nous assure aussi une certaine qualité des écrits. Alors, encore une fois, je pourrais trouver des contre-exemples, et il en existe, c'est dans tous les domaines, quand on cherche, on trouve. Bien sûr qu'il doit exister des livres auto-publiés qui ont une qualité supérieure à une maison d'édition à compte d'éditeur. Si on prend un regard global, statistiquement, les probabilités d'avoir un bon produit se retrouvent toujours davantage du côté des contrats à compte d'éditeur. Alors après, tous les contrats à compte d'éditeur ne se valent pas. Pour schématiser vulgairement, il y a les petites, les moyennes, les grandes maisons d'édition à compte d'éditeur qui proposent inéluctablement des contenus différents et des contrats différents, surtout d'un point de vue économique.
Alors pour moi, et c'est encore une fois très subjectif, c'est ce vers quoi vous devriez vous orienter si vous avez comme ambition, comme rêve, comme objectif d'embrasser une carrière d'écrivain, parce que c'est le contrat d'édition qui vous permettra d'être le plus crédible, d'espérer un jour pouvoir signer un gros contrat dans une grande maison d'édition. Et puis voilà, il y a des écrivains qui sont tout à fait heureux et satisfaits de signer un contrat à compte d'auteur ou de s'auto-publier ou même de signer un contrat à compte d'éditeur et qui n'en demandent absolument pas plus, qui ont accompli un objectif ou un rêve ou qui se sont réalisés. Mais il y a aussi d'un autre côté les écrivains qui tout un temps ont envoyé leurs manuscrits aux grandes maisons d'édition et qui, à force de recevoir des refus, des rejets, souvent stéréotypés et automatiques, en sont venus à devenir des espèces de militants envers les plus jeunes auteurs, en leur expliquant qu'il est inutile d'envoyer son manuscrit aux grandes maisons. Alors, je comprends tout à fait qu'envoyer un manuscrit à une grande maison d'édition a un coût. Je comprends tout à fait qu'envoyer un manuscrit à une grande maison d'édition, c'est quasiment comme jouer au loto. Mais à côté de ça, si vous avez l'intime conviction que vos écrits, votre travail, votre talent, peu importe le terme que vous associez à ça, mérite d'être édité par une grande maison d'édition, qu'il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, qui est profondément ancré en vous. Si vous voulez vraiment être écrivain, faire des best-sellers, des long-sellers, et que votre rêve c'est une grande maison d'édition, il faut se battre. Il n'y a pas d'autre d'alternative pour moi. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la discipline et la constance. La discipline et la constance dans vos écrits, c'est qu'un petit point de départ par rapport à tout ce que vous allez devoir mettre en place à côté pour se construire, se forger une discipline à toute épreuve. Il est inévitable d'être confronté à la frustration et à l'échec, qui fait clairement partie du principe de construction de la discipline. Et d'ailleurs, un échec n'est vécu que comme un échec si on le laisse être échec dans le sens négatif du terme, si on le laisse nous arrêter, nous stopper dans notre élan. Mais un échec peut tout aussi bien être transcendé. Et c'est un peu comme, même tout à fait comme le principe de résilience. Alors oui, il est possible qu'on ne lise que 5 ou 10 pages de votre manuscrit dans les grandes maisons. Oui, il est possible que ce soit plus simple d'avoir un nom de famille connu lorsqu'on envoie un manuscrit. Oui, il est possible que le piston existe dans les grandes maisons d'édition. Oui, on a plus de chances de jouer au loto. En fait, il y a plein d'excuses possibles pour ne pas ou ne plus envoyer son manuscrit dans les grandes maisons d'édition. Après, vous n'avez aucun impact là-dessus, on n'a aucun impact sur le fonctionnement des grandes maisons, on sait juste travailler sur nous-mêmes. Alors, si vous avez un mental à toute épreuve, que vous êtes prêt à attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être toute une vie sans qu'il y ait de réponse positive, si vous êtes prêt à retravailler vos manuscrits, parfois même à les jeter et à en refaire d'autres, à écrire 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres, 10 livres avant d'être approché par une grande maison. Il faut le faire, je pense qu'il n'y a rien de plus bénéfique que de se faire sa propre expérience par rapport à quelque chose. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur les grandes maisons d'édition. Je vous ai un peu montré un éventail de ce qui se fait dans le domaine des contrats. Je vous ai aussi fourni quelques outils, quelques astuces pour optimiser votre écriture, ou du moins pour créer un cadre favorable, stimulant, dans lequel vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour écrire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me suggérer des thèmes ou à me poser des questions par rapport à ce que j'ai pu aborder. Le podcast se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi de mon côté, c'était très agréable de parler de sujets qui m'animent et qui me passionnent. Si vous vous apprêtez à dormir, je vous souhaite une bonne nuit. Si la journée continue, une bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao.